Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 21 octobre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal-là. Une délégation du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, donc de la Guinée-Conakry, composée de Fonike Mangé, Ibrahima Diallo et Sekou Koundouno, séjourne au Niger depuis quelques jours. Cette délégation guinéenne est en tournée dans les pays de la sous-région, donc pour porter un message de paix et de remerciement de la part de la population guinéenne. Les membres de cette délégation ont été reçus, comme vous le voyez sur ces images, en audience par le président de la République, Mohamed Bazoum. Les échanges ont porté sur justement la situation sociopolitique de la Guinée-Conakry, marquée par la prise du pouvoir par les militaires depuis le 5 septembre dernier. Et justement, pour parler de cette situation en Guinée, nous recevons sur ce plateau un des membres de cette délégation, en l'occurrence Ibrahima Diallo. Il est le coordonnateur national de la Guinée du mouvement tournant la page TLP Guinée. Il est également membre du FNDC. Monsieur Ibrahima, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Donc, je l'ai annoncé, vous êtes en tournée dans les pays de la sous-région, et donc après les événements survenus dans votre pays en Guinée. Et quelle est justement le motif de votre présence ici chez nous au Niger? Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation. Et comme vous l'avez si bien dit, nous sommes au Niger depuis avant-hier dans le cadre d'une tournée que nous avons bien voulu entreprendre dans la sous-région après le coup d'État du 5 septembre dernier, et pour porter un message de la société civile guinéenne à l'endroit des chefs d'État et de gouvernement, de l'institution sous-régionale, et pour l'accompagnement de la transition en Guinée. Parce que vous savez, la Guinée vit dans une crise sociopolitique depuis octobre 2019. Et cette crise est née de la volonté du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat en changeant la constitution. Donc il y a eu plusieurs manifestations, nous avons enterré 99 personnes, il y a eu des prisonniers politiques, il y a eu des exilés, il y a eu des dégâts matériels importants. Et donc cette situation s'est détériorée par l'organisation d'un référendum que nous appelons un coup d'État constitutionnel perpétré par M. Alpha Condé le 22 mars 2020 pour changer la constitution afin de briguer un troisième mandat. Donc à partir de cet instant, la Guinée vivait dans un état d'exception marqué par ce coup d'État constitutionnel. Et le 5 septembre dernier, voilà un coup d'État militaire qui vient renverser un régime marqué par un coup d'État constitutionnel. Justement, vous vous attendez à ce coup d'État? Bien sûr, on s'attendait à ce coup d'État parce que, comme je vous l'ai tantôt dit, depuis le mois de mars 2020, date à laquelle M. Alpha Condé a perpétré un coup d'État constitutionnel, et la Guinée vivait dans une période d'exception. Aucune institution n'était légitime et légale, que ce soit l'institution présidentielle, l'institution parlementaire, aucune institution. Donc le pouvoir était dans la rue, le pouvoir était à terre. Donc tous les observateurs s'attendaient d'une manière à une autre à la prise de pouvoir par l'armée. Donc c'est ce qui fit faire le 5 septembre dernier. Et l'armée n'a pas tardé à citer dans ses motivations le changement constitutionnel pour un troisième mandat qui a contribué à détériorer le tissu social, à détruire, n'est-ce pas, la Guinée en quelque sorte. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'il fallait l'avènement de cette situation pour pouvoir corriger cette erreur du passé, cette faute, pour qu'on aille vers la consolidation de la démocratie guinéenne
qui a été foulé au sol par M. Alpha Condé. Oui, revenons donc sur les événements qui ont conduit à la prise du pouvoir par les militaires depuis 2019. Donc, vous êtes organisé pour créer un front, on dit Front national pour la défense de la Constitution. Et la lutte n'est pas du tout facile, avec plusieurs arrestations, interpellations d'un de vos collègues à Fonike. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, mon collègue Fonike Mengue a passé 16 mois en prison. Il a fallu le coup d'État le 5 septembre dernier pour qu'il soit libéré 2 jours après. Il a été malade et le pouvoir a refusé, en personne de M. Alpha Condé, qui a refusé catégoriquement qu'il soit hospitalisé. Il a fallu des pressions au niveau national et international pour qu'il ait droit à la santé, un droit élémentaire pour tout un prisonnier. Donc ensuite, il y a eu d'autres, plus de 400 personnes qui ont été emprisonnés à travers la Guinée. Il y a eu certains qui sont allés en exil. Par exemple, moi et mon collègue Sekou Koundounou, nous avons 2 fois fait la prison, en 2019 et en 2020, avant d'être contraints à l'exil par un mandat d'arrêt qui a été décerné contre nous. Donc c'est pour autant dire que la Guinée vivait dans un état de non-droit, où c'était la loi du plus fort qui régnait. Et aujourd'hui, je crois que nous avons souffert, c'est vrai, mais nous pensons que nous devons encore souffrir pour que la Guinée puisse retourner à l'ordre constitutionnel dans la paix et dans la quiétude sociale. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons pris notre bâton de pèlerin, et sans pour autant profiter de nos familles, de nos parents, de nos collègues, pour aller dans la sous-région, venir rencontrer des chefs d'État qui ont une histoire, dont les pays ont une histoire de démocratie et ont une influence dans la sous-région, pour que ces chefs d'État puissent accepter d'accompagner le processus de transition en Guinée. Parce que nous avons des inquiétudes et nous avons peur de retomber dans les mêmes erreurs que les transitions passées, notamment celle de 2008 conduite par M. Dadis Camara et Sekouba Konaté. Donc on a vu après la prise de pouvoir par les militaires, une série de rencontres a été organisée avec les différentes couches sociales. Certainement vous y étiez aussi. Et après ces concertations, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à une amélioration de la situation au plan social? Oui, bien sûr, les militaires sont venus avec de bonnes intentions. Le président du CNRD, Doumbouya, a de bonnes intentions. Nous avons eu l'occasion plusieurs fois d'échanger avec lui. Et je crois qu'il a matérialisé ces intentions-là dans la charte de la transition, où il a clairement indiqué qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Et au-delà de sa personne, toute personne qui va appartenir à un organe de la transition ne sera pas non plus candidat à des élections prochaines. Ça, c'est déjà une garantie de la neutralité dans le processus électoral. Maintenant, nous sommes en train de développer la réflexion avec tout le monde pour s'accorder sur un chronogramme et définir la durée de la transition, parce que c'est extrêmement important cette question aussi. Donc aujourd'hui, comment le peuple guinéen vit cette transition? En quelque sorte, le peuple guinéen est libéré depuis le 5 septembre dernier. Parce que, comme je vous ai tantôt dit, personne n'avait droit à la parole. Tu dis quelque chose qui est contraire au pouvoir, tu pars en prison. Ou on te contraint en exil. Ou tu es assassiné. C'était ça la loi chez nous. Donc, à partir du 5 septembre, les Guinéens ont été libérés, et c'est pourquoi vous avez vu cette scène de liesse un peu partout à Conakry, à l'intérieur du pays. Les gens sont contents parce qu'il y avait juste un clan qui était là, qui avait caporalisé le fonctionnement de l'État et qui était en train de sucer les ressources du pays. Donc du coup, le sentiment qui se dégage aujourd'hui en Guinée, c'est un sentiment de liberté. Donc, vous avez combattu le régime de l'ancien président Alpha Condé. Aujourd'hui, quelle serait votre part de contribution dans la gestion de cette transition pour un retour à l'ordre constitutionnel? Notre contribution, d'abord, c'est de nous engager à accompagner la transition, de nous inscrire dans la logique d'accompagnement de cette transition jusqu'à un retour à l'ordre constitutionnel. On peut faire beaucoup de choses. Il y a la veille.
à la veille du processus de transition. Il y a notre implication également dans la transition elle-même, mais il y a aussi les bons offices, les plaidoyers, les lobbies que nous menons. Par exemple, cette mission que nous avons, c'est une mission à l'initiative du FNDC, indépendamment des nouvelles autorités. Nous avons décidé vraiment de prendre notre bâton de pèlerin et venir rencontrer les institutions sous-régionales, les chefs d'État et de gouvernement aussi, pour discuter, les entretenir sur la situation de notre pays, parce qu'il y a des informations que nous avons qui ne sont pas à la disposition des chefs d'État. Il était important qu'on partage ces informations avec eux pour anticiper sur des éventuelles mésententes ou crises qui peuvent entacher la sérénité de la transition en Guinée. Parce qu'encore une fois, nous ne voulons pas retomber dans les mêmes erreurs du passé. C'est pourquoi nous avons décidé, ensemble, d'accompagner cette transition jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. On a vu récemment l'agent du pouvoir a procédé à la mise à la retraite anticipée de plusieurs généraux. Quel commentaire à cette décision? C'est tout à fait normal. Nous-mêmes, on ne comprenait pas pourquoi autant de généraux. Nous sommes une population de 12 millions de Guinéens, mais 44 généraux, ça c'est beaucoup. Donc vous avez salué ça? Mais bien sûr, on a salué, n'est-ce pas, cette décision parce que ça allège un peu le poids sur le contribuable guinéen, parce que ces généraux-là sont entretenus par l'argent du contribuable guinéen. Donc si on envoie ces généraux à la retraite, je crois que c'est très bien. Et ces généraux-là, pour la plupart, ont contribué à l'avènement de la crise que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal. Nous saluons cette décision du CNRD. Donc vous êtes en tournée dans les pays de la sous-région et partout où vous êtes rendu, comment vous avez été reçu et quelle était l'ambiance entre vous et les autres? On a été très bien reçus et c'est le lieu et le moment pour moi, au nom de la délégation guinéenne, de saluer et remercier les autorités nigériennes. À sa tête, le président Bazoum, qui nous a reçus, effectivement, avec tous les honneurs et qui nous a prodigué beaucoup de conseils. Donc, ça a été plus ou moins la même chose dans les autres pays, avec les chefs d'État qui nous ont reçus et les présidents d'institutions qui nous ont également reçus. Donc, nous félicitons et remercions les autorités nigériennes pour cet accueil chaleureux. Oui, effectivement, vous avez un message particulier aux autorités nigériennes pour qu'elles puissent accompagner la transition? Oui, vous savez, le Niger a été en 2019, en octobre 2019, la capitale de la limitation des mandats présidentiels. Donc c'était déjà un signal fort renvoyé à tous les chefs d'État africains. Et en dehors de ça aussi, le Niger est dans un processus, n'est-ce pas, démocratique qui donne l'espoir et qui encourage les autres pays, notamment la jeune génération, à croire encore à la nécessité de la démocratisation de l'Afrique. Donc le message que nous avons à lancer au président Bazoum, c'est d'accompagner la transition guinéenne, de s'impliquer par les conseils, parce que vous avez connu au moins 3 transitions au Niger ici. Il y en a des transitions qui ont marché, il y a des bonnes pratiques. Nous avons besoin aujourd'hui que le président Bazoum puisse partager ces bonnes pratiques-là aux nouvelles autorités guinéennes pour les aider à faire en sorte que la transition guinéenne puisse se passer dans de bonnes et meilleures conditions. Oui, pour finir avec vous, M. Ibrahim Diallo, après Niamey, quelle sera la prochaine étape? Après Niamey, nous serons à Abidjan, puis ensuite à Ouaga. Et nous allons également au Libéria et en Sierra Leone. Toujours pour porter les mêmes messages. Merci, M. Ibrahim Diallo. Bon séjour et bonne mission. Je rappelle que vous êtes membre du Front national pour la défense de la Constitution FNDC en Guinée-Conakry. Ce front qui a mené une lutte farouche contre le régime du président de J. Alpha Condé. Et merci d'avoir accepté notre invitation et bon séjour au Niger. C'est un plaisir. Avec nous merci pour beaucoup. suivre la suite de cette édition. Merci beaucoup. Autre aspect de cette édition, donc, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a reçu ce jeudi la visite de l'ambassadeur de la Turquie au Niger, Mostafa Ari, a effectué ce déplacement pour saluer la nouvelle équipe de cette institution. Le point avec Asma Oseidou et Ibrahim Abdou.
C'est une visite de prise de contact avec la nouvelle équipe de la Commission nationale des droits humains, CNDH, qui vient d'être installée il y a quelques jours que l'ambassadeur turc au Niger a effectué dans les locaux de la CNDH. Sur place, le diplomate turc a trouvé l'équipe en séance de travail. Occasion pour Mostafa Ari de saluer et d'encourager la nouvelle équipe de la CNDH à qui il a souhaité plein succès. Il y avait 2 sujets qu'on a discutés. Premièrement, j'ai présenté l'agenda de relations entre la Turquie et le Niger à Monsieur le Président. En plus, on a échangé sur la future coopération entre la Turquie et le Niger. Et comme vous savez, les institutions sont très importantes pour la fondation de la démocratie et pour le développement de la démocratie. Et on sait que la Commission nationale des droits de l'homme, ils sont sur le terrain et au Niger, ils font très récemment un atelier sur le terrain. Donc, il faut profiter de l'expérience de cette commission et du président concernant le développement des droits humains ici. Et c'est pour cela que je suis venu pour faire une visite de courtoisie et aussi pour avoir information concernant les futures activités de la CNDH. Suite à cette visite de courtoisie de l'ambassadeur de la Turquie au président de la CNDH, l'ambassadeur de la République de la Turquie a invité l'ensemble de cette équipe à prendre part à la célébration de la fête nationale de la Turquie qui se tiendra le 29 octobre prochain. Je compte beaucoup sur la future relation entre l'ambassade de la Turquie et la CNDH, a conclu l'ambassadeur de la Turquie au Niger, Mostafa Ari. La coordination nationale de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et des enseignants techniques et de la formation professionnelle a rendu cet après-midi une déclaration. Dans celle-ci, la FCS exige entre autres du gouvernement la convocation du comité interministériel de négociation et l'implication aussi des syndicats dans les prises de décisions qui concernent l'éducation. Un extrait de cette déclaration avec le coordinateur national Tahir Boubacar. Considérant la sortie médiatique du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, après la rencontre de haut niveau annonçant des grandes décisions qui feront l'objet d'une communication du gouvernement. Considérant l'annonce du gouvernement de recruter 2150 enseignants contractuels à la fonction publique et de mettre fin à la contractualisation dans le système éducatif suite au Conseil des ministres du jeudi 14-10-2021. Notons avec amertume et indignation la volonté du gouvernement d'utiliser les résultats de l'évaluation comme critère de recrutement de ces 2150 enseignants contractuels à la fonction publique. Considérant les conditions matérielles, didactiques et pédagogiques désastreuses dans lesquelles s'est déroulée cette évaluation, considérant la remise en cause de nos acquis antérieurs et les conditions de recrutement à la fonction publique clairement définies par le décret 2009-072-PRN-MFPT du 26 février, considérant la mauvaise foi du gouvernement de mettre fin à la contractualisation. Sinon, comment comprendre qu'après 7 ans sans recrutement des contractuels à la fonction publique, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, que le gouvernement décide de recruter seulement 2150 enseignants contractuels et 334 enseignants scientifiques sur près de 16 000 enseignants existants, soit 13%. Après 10 ans, 15 ans, voire 20 ans d'expérience, de dons de soi et de sacrifices dans des conditions extrêmement difficiles, que le gouvernement annonce injustement le profil comme critère de recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique. Pour toutes ces raisons, la FESES, EPT, condamne la mauvaise foi du gouvernement de remettre en cause les acquis des enseignants arrachés de haute lutte, rejette en bloc l'évaluation et le profil comme critère de recrutement à la fonction publique et exige l'application du décret 2009-072-PRN-MF-PT du 26 février. Exige du gouvernement la convocation sans délai du comité interministériel de négociation. Exige la pleine implication des syndicats dans toutes les prises de décision qui concernent l'éducation. Prend à témoin l'opinion nationale et internationale et met en garde le gouvernement contre toute tentative de remise en cause de nos acquis. Demande à toutes les enseignantes et à tous les enseignants
de rester mobilisés et sereins pour les éventuels mots d'ordre de la coordination nationale. Tout en restant ouverte au dialogue sincère, la FCS/EPT tient le gouvernement seul responsable de la situation qui adviendra. Une autre déclaration rendue publique, mais cette fois-ci hier, c'est celle du cadre de concertation des structures de jeunes, donc réunis au siège du syndicat national des agents de douane SNAD hier soir, une déclaration dans laquelle ce cadre est revenu sur la gestion du Conseil national de la jeunesse et ses instances. Précision avec Hamza Sakou et Sadoudoumi. Après avoir analysé la situation sur la vie du Conseil national de la jeunesse, qu'il juge peu favorable pour les structures des jeunes qu'il représente, ces jeunes réunis autour de ce cadre de concertation, regroupant des structures des jeunes, déclarent. Force est de constater que cet organe qui est censé aider le gouvernement à mener cette politique n'a pas été à la hauteur. Cette situation inquiète à plus d'un titre, d'où l'objet de se poser d'innombrables questions, à savoir quel rôle a joué cet organe dans le processus de développement de notre cher pays? Quel bilan tiré depuis la mise en place du Conseil national de la jeunesse du Niger sur les questions de jeunesse en termes de résultats? Quel a été le rapport entre le ministère de la Jeunesse et le Conseil national de la jeunesse du Niger vu la situation actuelle du Conseil? Toutes ces questions, effectivement, découlent du comportement du bureau du Conseil qui a pensé jouer avec certains esprits tout en bernant la jeunesse nigérienne qui, pour sa part, est responsable devant l'histoire, même si elle accorde peu d'importance à cet organe, vu l'attitude des membres du bureau du Conseil. Cette rupture de confiance est née suite au mépris sans cesse vis-à-vis de la jeunesse et le laisser aller que le ministère de la Jeunesse a jugé d'observer dans le cadre de sa mission qui consiste d'accompagner, de suivre cet organe pour lui permettre de bien fonctionner et d'être utile à la jeunesse nigérienne. En dépit de tout ce qui précède, le cadre propose des solutions pour sortir de cette malentendu. Impliquer l'ensemble des structures de jeunesse concernant la rédaction et la validation du projet de texte en cours avant toute adoption par le gouvernement. Prendre en compte l'ensemble des aspirations de jeunesse dans les textes en cours de rédaction. Rendre cet organe plus représentatif et autonome. Créer les conditions d'une large ouverture pour la participation active des jeunes au développement durable de notre cher pays et pour l'émancipation de la jeunesse à travers cet organe. Il lance un appel aux autorités pour institutionnaliser le Conseil national de la jeunesse avec prérogative de bien fonctionner pour enfin mieux défendre les intérêts de cette importante frange de la population. Le problème de voie est une réalité ici au niveau de la capitale. En effet, plusieurs tronçons sont impraticables pour se rendre d'un point à un autre. C'est l'exemple du tronçon du quartier Plateau, justement derrière le château 1, dont l'état de dégradation est très inquiétant et met mal à l'aise les usagers. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Ibrahim Boubacar et Cheb Guissou. En plein cœur de Niamey, un spectacle désolant et décevant. C'est cela le caractère que reflète le tronçon du quartier Plateau derrière le château 1. Une voie stratégique qui permet d'éviter les embouteillages sur la voie menant à l'intersection de Maurice Delens et qui se retrouve dans un état de dégradation à outrance. Ici, au lieu de nid de poule, il vaut mieux parler de nid d'éléphant, causant ainsi des ondulations à répétition. Pourtant, c'est un tronçon qui passe devant les plus grandes institutions financières du monde. Pour les usagers, c'est une situation qui n'est pas acceptable et qui en appelle au bon sens des autorités pour la réhabilitation de cette voie. C'est vraiment une honte que cette voie soit dans un tel état. Une voie qui avoisine le palais présidentiel. Il y a également la Banque mondiale. Je suis un transporteur et je m'acquitte de mes papiers. Ceci n'est pas acceptable.
batanto normalement kadai hando buantano himgir hada emene banque mondiale kine mega fondo bambata wo kine ayo ayne be kan ago ya kine singa jire kabunuse kan watkul masala wara norgo. Une telle voie qui passe devant la Banque mondiale n'est pas imaginable. Et ça fait longtemps qu'elle est dans cet état. J'ai l'habitude de trouver ici un véhicule dans un sale état. Je pense que les autorités ou même la Banque mondiale doivent songer à réhabiliter cette voie. Banque mondiale, pour kan himande yani wal mairie am kagedi woni hawo no imene yow gogo biso batamo kine batamo une plateau bindira fondo kinara il bore hagim hawi. Outre ces tronçons, ils sont nombreux du même genre dans la capitale qui méritent un regardant des pouvoirs publics. Pour l'instant, c'est le contribuable qui continue de payer les prix forts avec des engins toujours au garage. En Niamey, on constate sur les marchés une disponibilité des criquets cette année. Ces insectes brisés par la population nigérienne se sont beaucoup développés, notamment à l'ouest du pays, ce qui explique d'ailleurs cette présence sur les marchés de la capitale. Selon un vendeur installé au marché Katako de Niamey, il est interrogé par nos confrères du studio Kalangou. Amma kuma ana sai da har shika amma dai zan nufi da shika ba shi da ake sai da to mata na sai maza na sai kuma mata muna ba yar sai suna zuwa cin kasuwa suna sai da kuma mata su kuma suna zuwa suna hawan tuyi suna zuwa suna kullum suna sai da ba rashin marari na hankali cikin dajin zama ma ba yi ta ba amma fa na dajin zama ma ya amshi yanzu ina da kawai zama ma nan akwai ta kashi uku take a ga ta gaskiya ake ce ma kawar da zama ma su ce mata kananya akwai wacce na da ake ce ma ko zoro. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler du football dans le cadre des matchs allés des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de football féminine Maroc 2022. Le MENA national du Niger a été battu sur un score de 9-0 par les joueuses de la Côte d'Ivoire. C'était hier au stade général Seni Kounti. Retour sur ce match avec Ibrahim Tikere et Nasser Seydou. Pour une première participation aux éliminatoires de la CAN féminine, l'équipe nationale du Niger a été battue 9-0. Un score lourd, certes. Nous avons eu en face une très bonne équipe du Niger qui nous a créé des difficultés en début de rencontre. C'est vrai, le score ne reflète pas la physionomie du match. Quant à la grande équipe du Niger que nous avons vue en face, il faut dire la Côte d'Ivoire, nous sommes passés aussi par là. Lors de notre apprentissage, nous avons pris de gros scores. Nous avons travaillé pour aujourd'hui pouvoir nous appliquer pendant les matchs internationaux. Elles ont manqué physiquement. Voilà, donc l'équipe gagnerait à continuer de se préparer, à mieux jouer les matchs amicaux également, parce que c'est à travers les matchs que les équipes nationales grandissent. Vous avez déjà un championnat. Je voudrais féliciter déjà l'organisation que vous avez ici. Et ne regardez pas le score de 9 de votre équipe. Vous avez une très grande équipe que je félicite. Je reviens là-dessus. Vous avez une très grande équipe. Nous avons vu les individualités. Nous avons également vu le collectif. Quand elles décident de jouer bas, nous voyons qu'elles arrivent à intercepter les ballons. Quand elles décident d'attaquer, elles arrivent à construire et arriver dans le camp adverse. C'est déjà encouragé. Alors que la technicienne ivoirienne tente de réconforter les joueuses nigériennes, car selon elle, tout apprentissage est difficile, certains acteurs de football s'acharnent contre l'équipe nationale. Mais c'est sans connaître l'histoire récente de la pratique du football féminin au Niger, en dépit des efforts de la Fédération nigérienne de football. Ali Django, coach du MENA version féminin, encourage ses joueuses. L'adversaire en face, vraiment, c'est un ton au-dessus de nous. Ça, il faut le reconnaître. On a fait ce qu'on pouvait. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, vraiment, je vais remercier les filles. Elles ont donné tout ce qu'elles peuvent. Comme on dit souvent, la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a.
On a tenté, malheureusement ça n'a pas suffi. Face à une équipe ivoirienne qui regorge des professionnels évoluant en Espagne et en France, le MENA national version féminin doit être encouragé et soutenu par le public. Il faut les encourager afin qu'elles jouissent de ce droit, tout comme les hommes, malgré certaines pesanteurs socio-culturelles du pays liées à la pratique du football par la jeune fille dans notre société. Du courage donc à cette équipe du Niger. Merci Ibrahim Tikere et merci à vous aussi d'avoir suivi cette édition. Point final. Merci à toutes et à tous. Au revoir.